Bon, bah, merci à vous trois d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, simplement, petite introduction. Donc, comme vous le savez, cette première journée des Fashion Green Days on l'actualité et la crise. Donc, la crise, comme on l'a vu, qui a fait naître pour beaucoup un sentiment de vulnérabilité et aussi une sorte de perte de repères. Mais heureusement, des acteurs comme vous, alors comme des femmes et des hommes, puisqu'on a beaucoup parlé des femmes pour l'instant, mais également, je suis ravie de recevoir deux hommes avec des beaux parcours. Vous avez su justement être à l'écoute des consommateurs et aussi des besoins actuels pour monter en fait et proposer des nouveaux projets durant cette crise. Et c'est précisément en fait tout ça qu'on a envie d'entendre et de partager avec vous. Comment vous avez vécu en fait cette crise avec tous les doutes et les questionnements que j'imagine vous avez pu avoir, puisque voilà, ça arrive d'un coup, on ne sait pas comment le gérer, j'imagine, mais vous avez quand même su voilà, surmonter tout ça, nous proposer des super belles choses. Et donc, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole. Donc, tout d'abord, Violette, si tu veux bien, juste te présenter et puis bien sûr nous présenter ta jolie marque Atelier 1. Ouais, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous tous. Donc moi, je suis Violette de Deban de Atelier 1, donc qui est une marque de prêt-à-porter pour femmes, collaborative et éco-responsable. Donc notre principe, c'est vraiment de chaque mois co-créer avec notre communauté des vêtements du vestiaire féminin et de faire des sondages qui permettent de s'impliquer dans le processus de création. Donc ensuite, tout notre processus de fabrication est au Portugal et en cours, on utilise des matériaux naturels et recyclés. Donc voilà. Ok, parfait, merci. Du coup, Hubert, si tu veux bien, même exercice, petite présentation, puis alors pour le coup, nous présenter La vie est belle. Ouais, avec plaisir. Moi aussi, je suis très heureux d'être là avec vous. Ça aurait été encore mieux à Roubaix, mais bon, on le fait, on s'adapte. Euh, Moi, je m'appelle Hubert Moll, je suis originaire de Lille. Et mon projet, la marque que j'ai créée, elle s'appelle La Vie est Belt. Ça va faire 3 ans maintenant. Et c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée qui sont façonnés dans le nord de la France, initialement par des personnes en situation de handicap. J'avais lancé ça à la fin de mes études avec un premier produit, ce sont des ceintures qui veulent rendre la vie un peu plus belle, d'où le nom La Vie est Belt, puisqu'on prend des pneus de vélo usés qui sont normalement incinérés et on les transforme en ceintures qui sont fonctionnelles, qui sont chouettes et qui ont du style et qui sont faits par des personnes en situation de handicap à Tourcoing. Ok, parfait, super clair, on connaît un petit peu quand même. Et puis Paul, si tu veux bien, pareil, te présenter et nous expliquer un petit peu la société coopérative L'Important. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est un moment un peu particulier. Alors l'important, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui associe un grand nombre d'acteurs de la filière du lin et du lin bio en particulier, jusqu'à la mode, donc en passant par des industries, pour fabriquer, donc c'est une coopérative de fabrication de t-shirts en grande série et en lin bio en Normandie. Le but, c'est de relocaliser la production en grande série de t-shirts pour l'industrie de la mode avec cette matière locale. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Paul Boyer et je suis tombé dans la mode éthique il y a quelques années et dans le lin bio en particulier depuis quelques années. Donc, je connais bien les acteurs de la filière. Et ici en Normandie, j'ai la chance d'être là. Je vous parle depuis ce qui me sert de bureau en ce moment et je suis en fait au milieu de champs de lin qui sont en fleurs. Donc, c'est vraiment une histoire de territoire. Super, tu aurais presque pu venir pour l'appel de la nature et nous raconter tous ces bienfaits au milieu de ces champs de lin. Génial, merci beaucoup. Justement, en fait, concrètement, cette crise, voilà, qui est un petit peu tombée sur tout le monde, comme ça, il a fallu s'adapter. Donc, est-ce que Violette, tu peux nous parler justement comment comment vous avez appréhendé cette crise et à titre personnel et aussi avec Atelier 1 et notamment, tu m'as parlé de différents projets que vous avez mis en place durant cette période. C'est sûr que c'est pas une période évidente quand on est entrepreneur, parce qu'on se pose pas mal de questions sur qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour notre entreprise. C'est vraiment des
des choix à prendre. Donc, au début, ça a été un peu branle-bas de combat. Le site s'est stoppé net pendant 2 semaines. Du coup, on se pose des questions et on se dit, OK, bon, il va falloir trouver des nouvelles perspectives et des nouveautés pour que les clients nous suivent. Donc, nous, comme on est une marque collaborative, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN d'interroger notre communauté, de dialoguer avec eux et d'avoir un lien vraiment fort. Donc, c'est la première chose qu'on a faite. On les a interrogés. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient envie de voir sur notre plateforme et est-ce qu'ils étaient toujours intéressés par les projets qu'on avait déjà mis en place pour la suite. Donc, déjà, c'était un très bon moyen de savoir si les gens allaient nous suivre et s'ils étaient vraiment engagés. Donc, ça a été le cas. Donc, déjà, ça fait plaisir de savoir qu'on est soutenu par nos clients, par les gens qui nous suivent et de savoir qu'on n'est pas seul dans notre entreprise. Donc ça, c'est super. Et du coup, on a mis en place pendant une semaine pour relancer un peu les ventes parce que finalement, il faut bien qu'on continue à vivre de ce qu'on fait. Donc, on a mis en place un partenariat avec les hôpitaux de Paris et hôpitaux de France pour verser pendant une semaine 30% des ventes à l'association. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans d'autres produits. On fait souvent des partenariats avec des associations qui nous tiennent à cœur. Donc, on a un peu continué ce processus-là. Et ensuite, on a lancé une autre précommande d'un produit que les gens attendaient, qui était la jupe midi. Donc, on a quand même décidé de lancer ce produit malgré le confinement et malgré la période un peu bizarre. Et les gens ont été au rendez-vous. Donc, on a vendu 650 pièces en 3 semaines. Donc, c'était une super vente pour nous. Donc les gens ont suivi et on était contents de pouvoir compter sur eux. Donc voilà un peu ce qu'on a mis en place pendant le confinement. Bravo, super. Merci. On y reviendra un petit peu après justement pour savoir comment vous êtes adressé un petit peu à votre communauté. Du coup, je vais demander à Hubert de nous expliquer un petit peu comment il a vécu cette période et notamment parce que vous avez entrepris avec La Vie est Belle. Yes, avec plaisir. Nous, on a dû arrêter d'envoyer nos colis pendant un mois parce que on prépare les commandes depuis l'atelier de confection de ceinture, qui est un atelier qui accueille des personnes en situation de handicap. Donc, ils étaient forcés d'arrêter la production. Ils ont même fermé les lieux. Donc là, c'était compliqué de continuer à garder une boutique qui vit et avec des produits à vendre, sachant qu'on n'envoyait plus rien, quoi. Donc, et que c'était parti pour pas mal de temps. Donc voilà, on n'a pas trop su. Enfin, au début, on se disait comment on va faire. Et assez vite est venue du coup l'envie de se dire on veut participer à notre manière à la solidarité qu'il peut y avoir auprès des hôpitaux. Et donc, on a fait un partenariat aussi à notre manière avec la Fondation des Hôpitaux de France. Et donc, on a reversé 1 euro par produit acheté pendant tout le mois où on ne pouvait pas envoyer. Ah, super. Et au bout d'un mois, on a pu enfin relivrer. Et là, on a eu beaucoup de sollicitations sur le fait de faire des masques. Et donc, on s'est mis à faire des masques avec plateau fertile, avec nos linges de maison qu'on collecte avec le relais, en revalorisant du coup du coton avec un grammage assez épais pour en faire un masque AFNOR utile et un masque barrière Covid. Et donc, on a fait un peu plus de 2000 masques qu'on a vendus en étant tout à fait transparent sur nos prix et en faisant une faible marge pour notre communauté. Voilà. Donc, toujours dans cette idée de revalorisation, d'upcycling, etc., pour répondre aux besoins actuels. Ouais, exactement. Et du coup, on a fait des masques assez fun parce qu'on a pris des draps dessins animés, Teletubbies et autres. Et ça met un peu de gaieté dans
dans cette étape enfin, dans cet Dans cette épisode période. qu'on est en train de vivre et tous avec nos masques dans les magasins ou je ne sais où, dans les trains, et ben au moins nous on a des masques un peu Ouais. rigolos. Ouais. On reconnaît bien la touche La vie est belle et avec beaucoup d'humour et ça fait toujours plaisir. C'est top. Ben, merci beaucoup Hubert. Et donc justement, Paul, est-ce que pareil, tu peux nous expliquer un petit peu cette période, comment elle a été vécue et notamment ce superbe, j'ai envie de dire, lancement de cofinancement de crowdfunding qui a quand même reçu énormément de participants. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors c'est vrai que c'est un succès de crowdfunding sur la campagne Ulule, puisqu'on avait, on avait l'ambition sur cette campagne de prévendre 1500 t-shirts, ce qui faisait à peu près 45 000 euros de cible dans le plan d'affaires du projet. Et on a eu 3500 personnes qui ont pris la carte bleue pendant le confinement pour dire moi je veux soutenir ce projet, l'important de relocaliser une production industrielle de t-shirts en Normandie. Et on a prévendu plus de 8000 t-shirts et donc pour un total de 250 000 euros, donc ça fait effectivement une grosse campagne Ulule. Et ça nous a, voilà, on s'est senti un peu comme un surfeur débutant qui se retrouve avec une vague énorme et apprendre à surfer en se mettant debout maladroitement sur une planche. C'est un peu, voilà, donc on est encore en train de gérer les remous de cette vague-là, puisque c'est vrai qu'on a énormément de visibilité grâce à cette campagne et les conséquences médiatiques que ça a pu avoir. Alors, quand la crise est arrivée, alors on parle d'une crise, il y a la crise du Covid, mais la crise dans l'industrie textile française, elle a 30 ans. Aujourd'hui, on a 90% des emplois qui ont disparu, donc on est vraiment, c'est pas une crise nouvelle. Dans le textile, c'est quelque chose d'assez fréquent. Tous les acteurs qui existent aujourd'hui dans le textile en France sont des acteurs qui gèrent la crise de manière structurelle. Bon, là, évidemment, il y avait quelque chose de très particulier. Et comme dans tout mouvement brusque, il y a des choses qui se révèlent, des fragilités qui se révèlent et des acteurs qui cassent, et puis des forces qui se révèlent, qui n'étaient pas forcément évidentes au départ et qui deviennent des atouts importants. Et le fait d'avoir des fondamentaux solides, d'avoir des valeurs qui ont un vrai sens, d'avoir une structure coopérative avec un collectif, avec une filière, avec un grand nombre d'acteurs qui est derrière et qui ont envie de construire quelque chose. Ça peut apparaître comme une lourdeur quand on crée une entreprise, créer une coopérative, mais ça a une lourdeur parce qu'il faut prendre le temps de consulter plus de monde, de faire émerger un consensus. Ça peut être une lourdeur, mais dans ce genre de situation, on a pu mesurer que c'était une énorme force. Et en période de confinement, quand on consulte un conseil d'administration où on a des agriculteurs, des tailleurs, des filateurs, des marques, des distributeurs, des consultants de la mode, etc., on a une vision des logisticiens, enfin des professionnels de la société civile également, on a vraiment une vision de la filière qui est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait avoir en étant avec un seul point de vue. Donc c'est une vraie force qu'on avait. Voilà. Donc, chaque crise comme ça est aussi une opportunité et ces forces-là se révèlent. Alors, on a eu du mal à être visible en début de crise, en début de confinement, puisque l'actualité, c'était la crise sanitaire avec les problèmes médicaux. Et évidemment, vendre des t-shirts à ce moment-là, c'était un non-sens. On s'est demandé est-ce qu'on annule notre campagne parce que c'est pas le moment d'embêter des gens malades ou qui risquent leur vie avec une vente de t-shirts. Et puis, en même temps, c'est pas des t-shirts qu'on vendait. Ce qu'on vendait, c'était parce qu'on proposait aux gens de soutenir. C'était un projet qui faisait du sens pour construire l'après. Et alors moi, j'avais personnellement une chance, on peut appeler ça, c'est que j'ai une sœur qui habite en Italie, à l'endroit où il y a eu les premiers cas de coronavirus. Donc, j'avais
10 jours d'avance sur la prise de conscience de la gravité de la situation, parce qu'on a tous mis un certain temps avant d'accepter que la situation était grave. Au début, on a tous minoré la crise. Et puis, j'avais cette visibilité. Et puis, je voyais qu'en Italie, au bout d'un certain temps, on avait besoin d'aller vers après la crise. Donc, il y a le moment du choc qu'on a vécu, nous, en début de période de campagne du lait. Donc, c'était très bizarre. On avait nos amis qui soutenaient du bout des doigts le projet parce que, voilà, mais impossible d'aller très au-delà. Et puis après, on a eu plus de visibilité quand les gens ont commencé à dire bon, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et après, l'important est apparu comme une des pistes de solution pour construire quelque chose dont on a envie après. Et on a, voilà, ça correspondait à quelque chose qui était là avant et qui s'est révélé d'autant plus important pendant cette crise. Pendant cette période. Ouais, mais merci beaucoup. Justement, tu en parles très bien. Donc, c'est des projets qui font sens, que ce soit au niveau des consommateurs et que des communautés que vous avez autour de vous, que vous avez fédérées, mais également avec des acteurs et notamment des acteurs de la filière. Je pense notamment, Violette, quand on a échangé, tu m'expliquais avec tes fournisseurs au Portugal que c'était vraiment aussi une coopération main dans la main en fait pour y arriver. Tu peux nous en parler? Oui, parce que du coup, nous, on est à distance un peu, enfin, même si c'est pas très loin, il faut toujours. On n'était pas dans le même. Des choses qui étaient différentes d'un pays à l'autre, donc il fallait aussi. Vous m'entendez plus? Non, ça a fait un petit peu écho. Vas-y, peut-être que ça va repartir. C'est bon? Oui, on dirait. Okay. Donc, je disais, nous, on travaille avec le Portugal, donc on avait aussi la contrainte de ne pas être dans le même pays, donc de ne pas avoir forcément les mêmes informations au même moment. Donc, il fallait avoir une relation un peu le jour avec nos fournisseurs pour savoir comment la situation allait évoluer. Après, on a eu de la chance parce que nos fournisseurs à nous ont fermé quelques temps, mais ils arrivaient quand même à travailler même avec un petit effectif. Donc, ça a été une chance pour nous parce qu'on a pu quand même avancer sur les projets courts. Et on était aussi allé au Portugal avant le confinement, en février, et sentir qu'il se passait quelque chose. Nos fournisseurs nous disaient que ceux qui travaillaient souvent avec la Chine étaient déjà bloqués. Donc, ça nous a aussi permis d'anticiper, d'avoir ce lien avec nos fournisseurs, d'être vraiment transparent sur tout ça. Et de pas être arrivé au moment venu et de se dire ah mince, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça a été vraiment important pour nous d'être main dans la main avec eux, quoi. Oui, bien sûr. Du coup, c'est un petit peu l'idée des succès partagés. En fait, on réussit, mais parce qu'on est ensemble. Et je pense notamment, Hubert, quand du coup, là, tu as évoqué le fait que tu avais produit avec le plateau fertile, qui est du coup le tiers-lieu de l'association Nord-Créa. Justement, tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est mis en place, comment vous avez décidé justement de lancer tout ça, s'il y a eu, je ne sais pas, de recrutement de couturières ou comment ça s'est mis en place? Ouais, carrément. Nous, on bossait avec Plateau Fertile sur notre projet de revalorisation de linge de maison depuis octobre dernier sur nos caleçons dépareillés qu'on avait lancés en pré-vente. Donc, de base, on était très en lien avec eux. Notre bureau est à 5 minutes de Plateau Fertile à Roubaix. Et notre atelier de ceinture à Tourcoing est à 10 minutes un peu plus loin. Donc, on reste très en lien sur nos projets et on bosse ensemble régulièrement. Donc, ça s'est fait assez naturellement finalement. Et ce qui est génial aussi au Plateau Fertile, c'est que les effectifs et l'équipe a clairement grandi avec cet épisode-là et la confection de masques qui fait que on reprend depuis peu la confection de caleçons avec eux et ça. Enfin, on peut faire plus de quantité et ça grandit, quoi. Et nous, on grandit avec, donc c'est génial.
Bien sûr, je comprends. Mais du coup, c'est vraiment hyper intéressant de voir justement comment est-ce que tous ces acteurs main dans la main en fait avancent ensemble. Et justement, Paul, toi, juste pour pas qu'il y ait pour une petite précision, donc l'important, comme tu me l'as dit, c'est pas une marque à part entière, c'est vraiment une entreprise de fabrication. Est-ce que tu peux plus nous expliquer ça et notamment un peu les étapes d'après? Comment justement relocaliser cette filière de transformation du lin? Oui, la volonté avec l'important, c'est vraiment de mettre en place cette transformation sur notre atelier à Evrecy, donc près de Caen en Normandie. Et la complexité, c'est une complexité au départ de financement, de la mise en place d'un atelier industriel, donc avec un coût de machine et de mise en place qui est relativement important et qui nécessite la complexité de démarrer un financement sur une activité d'industrie textile sur laquelle, depuis 30 ans, beaucoup de banquiers ont vu des faillites, donc ont tendance à être frileux. Les consommateurs ont pris l'habitude d'acheter des vêtements très peu chers, donc aller vers du Made in France, ça fait peur. Aller vers du lin, c'est cher aussi, ça fait peur. Aller vers du lin bio, c'est encore plus cher, donc ça fait encore plus peur. Donc la faisabilité est un challenge sur lequel il a fallu travailler pendant quelques années pour le préparer. Quelque part, l'opportunité qui se crée avec une situation de crise qui change un peu les équilibres existants, c'est que ça rend des choses possibles. Ça permet à chacun de s'interroger sur les fondamentaux et d'être un peu déséquilibré. Et comme quand on est déséquilibré, ça permet d'avancer dans une direction ou dans une autre, mais ça oblige chacun à s'interroger sur les questions de fond. Et donc, ça permet de rendre possible des choses qui étaient trop difficile à faire bouger, donc ça permet d'accélérer des changements qui étaient des changements demandés par le consommateur. Il y avait 10-15% des consommateurs qui voulaient du bio, qui voulaient du Made in France. Alors pendant la crise, c'est passé à 80%. Après la crise, ça va retomber parce que tout le monde ne va pas rester sur ces bonnes résolutions de premier de l'an, hein, ça ressemble un peu à ça, mais on va quand même garder une accélération avec peut-être 20-25%, peut-être 30% des consommateurs qui veulent donner du sens à leur acte d'achat dans le vêtement, un peu comme c'est déjà le cas dans l'alimentaire. On voit beaucoup de progrès, mais l'alimentaire a commencé avant le vestimentaire. Dans le vêtement, on voit aussi cette tendance-là. Donc pour nous, c'est vraiment cette construction de quelque chose. Et on a une opportunité formidable, c'est que pour l'instant, du lin bio, il y en a très très peu. Donc les conversions sont en train de démarrer en fait, avec un peu de retard par rapport à d'autres formes d'agriculture, le maraîchage ou quoi. Le lin commence, donc il y a très peu de lin bio. Il va y avoir beaucoup plus de lin bio. On peut avec ce lin bio construire une filière locale. On peut avec le t-shirt avoir un volume rapidement conséquent si on fait de la grande série, et c'est le projet de l'important. Et donc, on peut potentiellement créer beaucoup d'emplois et redonner la possibilité à des grandes marques qui voudraient bien, mais économiquement c'est compliqué, d'acheter un produit localement qui contribue à l'emploi, qui contribue à l'essor d'un territoire et à la valorisation d'un savoir-faire qui donne du sens au vêtement. Parce que le vêtement n'est pas n'importe quel produit, c'est un produit qui montre à la personne qu'on est à l'intérieur, sur un emballage, je le dis souvent, le vêtement, et comme un emballage, ça doit mettre en valeur la personne, c'est pas n'importe quel produit, la personne qui est à l'intérieur. Donc, on a besoin, pour se sentir bien, quelque part, d'être bien emballé. Hein, et donc, on a besoin on se sent pas pareil dans un vêtement dont on peut aller visiter l'usine où travaille la personne qui l'a fabriqué, voir l'agriculteur qui l'a fait pousser, voir l'usine de teillage, etc. Et ça, on peut le faire avec le lin bio. On peut en être fier et on se sent quelque part de soi et mieux dans un vêtement comme ça. C'est le sens qu'on veut apporter avec les t-shirts, avec l'important. Ouais, je comprends. En plus, c'est vraiment chouette parce que entre la métaphore avec l'emballage, Hubert qui rend la vie plus belle avec des accessoires, Violette, pareil, qui explique qu'il n'y a pas de beauté sans conscience sociale et éthique. Et donc, tout ça, c'est vraiment des éléments et j'ai envie de dire des envies en fait qu'on retrouve dans les besoins d'aujourd'hui. Et justement, Violette, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment communiquer et accompagner, j'ai envie de dire, ces envies pour répondre à ces besoins et également justement qu'il n'y ait pas l'effet soufflet
il y a eu la crise, on en a pris conscience et puis après, on ne continue pas. Donc, comment est-ce que vous continuez à communiquer avec votre communauté, justement? Nous, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux consommateurs que derrière un vêtement, il y a beaucoup de choses qui se passent, de remettre un peu toute la filière, comme disait Paul, hein, de remettre un peu le contexte de la filière textile, en fait, parce que ça peut ça peut être assez flou, en fait, quand on se dit que notre vêtement, il parcourt toute la planète pour finalement arriver dans notre magasin et qu'on l'achète à 5 euros. En fait, les gens n'ont pas forcément conscience de tout ce qui se passe derrière. Donc, nous, on essaye vraiment d'expliquer via notre blog, via des articles, tout notre circuit de fabrication, d'être le plus transparent possible. Donc, de leur expliquer aussi comment bien entretenir ces vêtements, parce qu'il y a avant comment on fait un vêtement, mais il y a aussi comment en prendre soin, comment le faire durer dans le temps, comment l'aimer, en fait, c'est un peu ça le truc, comment revaloriser le métier qu'il y a derrière ces vêtements. Donc pour nous, c'est très important de communiquer sur ça à nos clientes, et on voit que de plus en plus de gens sont en demande aussi de cette transparence et sont contents de se dire en fait oui, c'est ça au Portugal, et après c'est arrivé jusqu'en Normandie chez notre logisticien. Enfin, de vraiment avoir le circuit complet, ça permet d'aimer leurs vêtements plus longtemps, je pense. Oui, en effet, merci voilà, pour ces explications et surtout pour rendre possible ça quelque part. Et justement, dans ces acteurs, quelque part à valoriser, il y a les savoir-faire, mais il y a aussi justement Hubert, je pense notamment, pas que pour les masques, la manière dont tu produis avec justement la place de l'insertion pour des personnes fragilisées par un handicap. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, avec plaisir. L'envie de base de La Vie est Belle, c'était de faire des produits du quotidien qui auraient un impact positif. Et ça a été le fruit de ma réflexion aussi à la fin de ma première expérience pro, où je travaillais dans la grande distrib, dans le textile, justement. Et où je perdais cette saveur dans la confection produit, et je rejoins carrément Paul et Violette, d'un point de vue humain, quand j'allais voir en Asie les lignes de production, et puis d'un point de vue écologique et sens derrière aussi. Et donc, c'était tout le défi, en fait, de partir d'une matière existante chez nous, en l'occurrence, pour démarrer un pneu de vélo usé, on ne sait pas trop quoi en faire. On est obligé, pour rouler à vélo, on est obligé de rouler avec des pneus. Moi-même, j'en use tous les ans. Et puis derrière, il y a des gens en galère aussi chez nous. Il y a des gens en quête d'un emploi. Il y a des gens qui ont vécu des vies pas forcément faciles. Et ce serait peut-être chouette déjà de se pencher et d'aider ou de chercher à faire des choses avec ces gens-là plutôt que d'aller à l'autre bout du monde, potentiellement aller créer des soucis là-bas. Voilà, c'était l'envie. Et concrètement, ça s'est fait avec Altereos, qui est une entreprise adaptée à Tourcoing, qui avait eu vent de mon projet dans la presse locale. Et, je faisais un appel à partenariat pour assurer la confection. Tout au début, c'était moi qui les faisais, les ceintures. Les centaines de premières, je les fabriquais moi-même. Et au bout de 6 mois de projet, on a démarré du coup avec un opérateur chez Altereos, avec Christophe, avec tout l'outillage que j'ai ramené sur place, et je l'ai formé à la confection des ceintures. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'ils sont 3, avec Gaëtan et Kamel, désormais ils s'aident entre eux et ils se forment entre eux, et ils ont eux-mêmes amélioré le process depuis. Et c'est génial de voir leur fierté de porter les produits, d'en parler, de parler aux journalistes. Christophe, il a fait la une du Nord-Éclair, c'est notre média local ici. Les gens le reconnaissent dans la rue, on l'appelle la star. Et de voir sa fierté et son plaisir aujourd'hui à être confectionneur de ceintures en pneus de vélo, c'est plus que puissant. Enfin, quoi qu'il arrive dans nos projets, il y aura eu ça. Il y aura eu Christophe fier de ce qu'il fait, et nous avec. Et ça donne enfin la saveur qui me manquait dans mon ancien boulot.
Super, bah oui, c'est sûr, c'est des beaux projets. Donc, on parle de solidarité, on parle d'impact positif. Et justement, Paul, avec la situation actuelle, quel conseil tu pourrais donner justement, que ce soit à des entrepreneurs ou des entreprises, afin justement d'aller vers l'après et mieux si possible. Le, oui, c'est le conseil, il est générique, et il est valable pour tout le monde, pas seulement les entrepreneurs. C'est dans chaque crise, dans chaque coup, dans chaque heure qu'on reçoit ou dans chaque obstacle qu'on rencontre, il y a toujours une opportunité. Et alors c'est souvent incongru parce que quand on reçoit une très mauvaise nouvelle, qu'on a quelque chose de très très dur qui arrive, il faut arriver à se poser la question, qu'est-ce que ça a de formidable? Tiens, je me suis cassé la jambe, qu'est-ce que ça a de formidable? C'est pas évident tout de suite, mais si par exemple je me suis cassé la jambe, ça a de formidable que je vais être obligé de lever le pied. Ça fait un moment que je voulais le faire, mais et avec la crise, qu'est-ce que ça a de formidable? Alors évidemment, ça n'a pas que des choses formidables, c'est évident, mais ça a aussi cette chose formidable, c'est que ça déplace les équilibres, les choses qui étaient immobiles, qui ne pouvaient pas bouger, tout devient possible. On a vu un gouvernement très libéral prendre des décisions qu'on aurait taxées de marxistes quelques semaines avant. C'était totalement incongru. On a vu des gens qui disaient des choses qui étaient totalement en contradiction avec des choses qu'ils auraient dites simplement quelques semaines avant. Tout peut être possible. Donc, relocaliser l'industrie textile il y a quelques mois, c'était quelque chose qui paraissait impossible. Ça devient beaucoup plus possible. Relocaliser une usine pour fabriquer des masques sanitaires, c'était juste inimaginable, c'est possible. Voilà. Donc, chaque difficulté a avec elle quelque chose de formidable et il faut juste garder cette agilité de pouvoir se servir de cette énergie, quelle qu'elle soit. Merci, tout à fait. Agilité, énergie, esprit positif, aussi envie en fait. C'est un petit peu ça, de partager et d'avancer. Et du coup, Violette, toi, avec Atelier 1 par rapport justement à la situation, même si on sait que ça perdure encore un petit peu? J'ai de l'espoir que ça n'ait pas servi à rien, même si ça ne va pas changer du jour au lendemain, ça on en est sûr. Mais nous, je suis plutôt confiante pour la suite. Ça nous a permis aussi de nous recentrer sur des choses, les choses qui sont les plus essentielles pour nous. Déjà de savoir que notre communauté nous suit et a envie d'aller plus loin avec nous, c'est très important. Aujourd'hui, on est en levée de fonds participative sur l'ITA. Et du coup, on a demandé à nos clientes, aux gens qui nous suivent, à nos partenaires, tout de financer avec nous notre projet. Et en 3 semaines, on a déjà atteint 110 000 euros. Donc déjà, c'est super de savoir que les gens ont envie de quelque chose de nouveau, ont envie de changement. Et j'espère qu'on pourra aller dans cette direction le plus longtemps possible. Et voilà. Donc je pense que la collaboration et le partage seront des valeurs fondamentales dans les mois et les années qui viennent. Ouais, je comprends. C'est beau, bravo encore de continuer ainsi et d'avoir une communauté qui suit et qui a envie en fait de tout ça. Je trouve ça vraiment super. Et toi, Hubert, est-ce que tu peux nous partager justement un petit peu ton avis sur l'après, comment redémarrer justement pour l'industrie de la mode et puis pour la vie est belle, un petit peu comment tu envisages les prochaines étapes? Yes, carrément. Chez La Vie est Belle, on est en train de recruter. C'est un peu c'est une chouette à Hélène en chef de production, en CDD de 8 mois, potentiel CDI derrière. Et là, on est en train de rechercher également quelqu'un en digital pour ce qui est vente en ligne, e-commerce, marketing digital. Pareil en CDD. Donc ça, c'est des vraies étapes. Ça nous permet de consolider l'aventure
parce que jusqu'à présent, j'étais encore le seul à plein temps. Camille et Romane sont avec moi en alternance depuis 2 ans et 1 an. Mais quand elles sont toutes les deux en examen, faut assurer derrière, c'est compliqué. Mais elles ont été géniales et jusqu'à présent, on a réussi à amener la Viebelt jusqu'à où on en est à 3. Plus Manon qui nous aide sur les commandes en logistique. Mais bref, en clair, nous, c'est consolider le maître mot en ce moment, embaucher. Et donc, c'est chouette, c'est positif, carrément. Plus largement, qu'est-ce que je pense de l'évolution? Je trouve que cet épisode du Covid-19, globalement, on peut en tirer beaucoup de positifs. Les gens ont été forcés en fait, de se rendre compte de certaines aberrations de nos modes de vie. Je suis plutôt optimiste, mais j'ose espérer que tout le monde ne revienne pas à la normale en 2 mots plutôt, ou en 1 mot, mais que les gens au fur et à mesure agissent. Il y a beaucoup plus de vélos, on en parle, le local, ça parle aux gens. Ils ont été forcés de le faire pour manger et désormais ils se posent des questions globalement dans leur consommation. Et tout cet élan qu'il y a eu sur la confection textile autour des masques permet le développement d'ateliers. Altereos, avec qui on fait les ceintures, a embauché 8 couturières pour les masques. Et là, on est en train d'envisager ensemble de plus travailler de la confection textile ensemble avec des couturières en situation de handicap également. Donc, plein de belles opportunités. Allons-y. J'aime bien le mot agilité que tu as utilisé, Paul, aussi. Il y a un nouveau monde à créer, c'est clair, et il n'a jamais été aussi… ça n'a jamais été autant le bon moment pour le faire. Ouais, je comprends. Bah, super, encore plein de belles nouveautés. Et justement, avant de passer aux questions, parce qu'on a différentes questions pour vous trois, Paul, est-ce que tu peux nous expliquer juste un petit peu comment ça s'organise justement au niveau des équipes, parce que Violette et Hubert nous ont un petit peu expliqué, mais pour toi, combien vous êtes et comment vous faites justement pour travailler au quotidien? Alors, pour l'instant, on est 1, 2, 3, 4, 5 dans l'équipe. Effectivement, comme la Viebelt, on a démarré une activité de fabrication de masques. Alors, c'est un peu marginal par rapport à notre activité, mais ça permettait de répondre à un besoin qu'il y avait localement et au fait que on avait prévu de recruter du monde pour notre atelier de fabrication de t-shirts, qui n'est pas encore en place, mais ces gens-là étaient disponibles. Plutôt que de les laisser à Pôle emploi pendant que les gens avaient besoin de masques, on s'est dit c'est bête. Donc, voilà. On a fait une petite fabrication de masques. Ça a permis de tester aussi, pas avec des t-shirts, mais avec un autre produit, une fabrication industrielle en grande série, puisque quand on fait des masques, on les fait les uns après les autres en série, puisque le but, c'est quand même d'en faire le plus vite possible pour des gens qui en avaient besoin. Donc, on a pu tester ça et déjà avancer sur nos recrutements. On avait recruté en novembre Morgane, qui m'avait rejoint pour travailler sur la partie communication et marketing, et qui est le grand architecte derrière notre campagne Ulule, c'était Morgane. Elle a fait un travail fantastique pour arriver à gérer la communication avec l'agilité qu'il faut avoir dans ce genre de situation. Et quand la veille au soir, le dernier jour de mars, je lui ai dit tiens, demain c'est le 1er avril, on va faire un poisson d'avril. Donc Bernard Arnault investit dans l'important. Le matin, il y avait le résultat de cette blague qui a bien marché, qui est beaucoup plus. Je ne sais pas si Bernard Arnault l'a su, mais pendant une journée, le 1er avril, il était actionnaire de l'important. Donc voilà, cette agilité, cette force-là, c'est un gros travail derrière de communication, de gestion des réseaux sociaux, tout ça. C'est vrai que c'est un gros travail. Donc la partie production qu'on a maintenant sur les masques et qu'on va transposer dans les t-shirts quand on aura mis en place notre atelier, et puis la partie administration, gestion, communication, sur laquelle on est un peu en surcharge. Peut-être, il n'y a pas eu de maquilleuse avant de… Non, ça va, c'est parfait. Ok, écoute, super. Justement, plusieurs questions pour toi, Paul, notamment un petit peu spectateur anonyme, en l'occurrence, pour comprendre si vous vendez les t-shirts à d'autres entreprises ou si c'est uniquement pour votre coopérative. Donc, je vais peut-être te laisser éclaircir le point.
Alors, l'important est un fabricant. Donc, ce qu'on crée avec l'important, ce n'est pas une marque qui va vendre des t-shirts aux gens qui achètent un t-shirt. C'est un outil de fabrication industrielle pour des marques qui ont besoin de trouver un sourcing local. Donc, notre cible principale, c'est des professionnels qui achètent des t-shirts en grande série. Alors, nous, on en vendra un petit peu au détail à l'usine, puisque l'usine sera ouverte à la visite et donc on pourra acheter des t-shirts de nos modèles permanents. On en vendra en petite série sur nos modèles permanents pour faire du private label, mais notre cible principale, c'est évidemment les professionnels, donc pour fabriquer pour les professionnels en marque blanche ou à leur style, à leur marque. Juste- parfait, effectivement. Et en fait, il nous demande donc où sera filé votre lin. Donc, en l'occurrence, je vais te laisser répondre parce que je ne sais plus si c'est du tricot, je crois, et pas du Alors, tissage. si la question c'est sur la filature elle sera en Pologne. En fait, on n'a pas Ah, ok. aujourd'hui en France, on n'a plus d'outil de filature en mouillé, qui est la technique de filature spécifique du lin, qui permet de faire un fil suffisamment fin, suffisamment solide pour tricoter un t-shirt. Donc ça, on n'en a pas en France actuellement. Il y en avait jusqu'en 2005. Il n'y avait pas suffisamment de demande pour tenir l'usine de Safilin en France. Safilin a dû se déplacer le plus près possible, mais c'était la Pologne. Donc aujourd'hui, l'usine est en Pologne. On travaille avec Safilin. Tout le monde aurait envie de revoir une filature en France. L'équation est compliquée parce que c'est un très très gros investissement industriel. Donc voilà, il faut travailler sur la faisabilité de ce projet. On espère qu'un jour ce sera possible. Pour l'instant, on a du lin qui part de France au niveau de l'agriculture en bio, qui va toujours avec le label GOTS, donc qui certifie le bio en Pologne, pour être filé. Ensuite, il est tricoté, coupé, confectionné en France. Voilà. Donc, à part la filature, toutes les étapes sont locales. Et la filature est en Pologne. Si on regarde une carte, ça reste court par rapport aux distances habituelles de l'industrie textile. Oui, en effet. Et du coup, on a une question d'Ariel, justement, quand tu parlais des éventuelles plus grosses quantités, c'est à partir de combien que vous pensez produire? Donc, grande série, pour nous, c'est à partir de 1000 pièces. Donc, on peut fabriquer un modèle spécifique pour un client ou une couleur spécifique pour un client à partir de 1000 pièces. En dessous, il y a déjà des ateliers en France qui sont capables de faire des petites séries et il y en a plein et la petite série. Ce qui manque aujourd'hui en France, concurrencer des gens qui ont déjà la capacité de faire 200, 300 t-shirts. Donc, pour des ateliers qui voudraient faire du lin bio pour 200 t-shirts, on peut éventuellement fournir de la matière pour aider cette filière du lin bio à émerger. Mais en termes de fabrication, nous, notre minimum de fabrication de production, c'est 1000 pièces. Alors, on aura quelques modèles permanents sur lesquels on aura du stock, on pourra livrer moins de 1000 pièces, mais du spécifique, c'est à partir de 1000 pièces. Ok, ben écoute, je t'en remercie. Donc, j'ai une question pour Hubert en lien avec l'émission en fait, pour trouver un associé sur M6 où du coup Ariel nous dit tu avais eu une belle visibilité lors de cette émission, mais tu as décliné justement l'entrée de ces associés. Quelles sont tes motivations à avoir refusé? Yes. Donc, c'était un programme qui était proposé par M6, qu'on a tourné en juin dernier, il y a un an en fait. Et il s'est passé 7 mois entre le tournage et la diffusion. De base, pour le tournage, c'est une boîte de production qui est venue me chercher pour participer à ce programme. Il me disait promouvoir l'entrepreneuriat français. J'étais partant dans l'idée, j'étais moyen partant pour faire une levée d'argent et c'était un peu un des buts de l'émission. C'était de chercher du soutien et des conseils et une participation financière. Leur expliquant que j'étais j'étais pas très motivé à faire une levée de fonds nécessairement, ils m'ont dit propose un minimum de pourcentage de l'entreprise. Ce sera dans tous les cas une bonne expérience que de vivre cette émission de télé, une belle visibilité et potentiellement un bon moyen d'être avec des gens intelligents qui s'y connaissent en entrepreneuriat et qui pourront te conseiller. Et en fait, ce qui s'est passé pendant les 7 mois, c'est que au final, il y en a 3 sur les 5 de l'émission qui ont souhaité me soutenir, qui ont souhaité investir dans l'entreprise. Et en échangeant avec eux, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le meilleur moment pour aboutir à cette transaction financière, que je n'avais pas vraiment les statuts adéquats
pour réaliser ça et que ça allait me coûter pas mal de frais de notaire et d'avocat et ça allait me prendre beaucoup de temps. Et que aussi j'allais perdre un peu cette authenticité que j'avais jusqu'à présent. La vie est belle, moi je l'ai démarré tout seul avec 300 € pour acheter des premières presses à main et voilà. Et on est autosuffisant et en fait c'est déjà génial d'en arriver jusqu'à là et je trouve que ça nous permet de garder une unité, une authenticité dans notre discours et dans notre engagement et j'ai eu aussi peur de perdre ça. Et donc, en accord avec le jury, on n'a pas abouti au financement. Et ça n'empêche que Frédéric Mazella, par exemple, qui est le fondateur de Blablacar, qui était un des 3 qui voulait me soutenir, on reste en super lien. Il reste en lien avec nous et on continue d'échanger, par exemple. Et ça n'enlève en rien le plus qu'on a eu à participer à cette émission. Et voilà. Bien sûr. Et ça a été un sacré coup de visibilité, mais j'avais pas anticipé à ce point-là du tout, en fait. Mais, on a eu 400 000 personnes sur le site le soir même. Donc, le site internet n'a été plus. Il a bugué. C'est chouette. Beaucoup de gens se reconnaissaient, en tout cas, dans l'entrepreneuriat au service d'un monde meilleur. Et je trouve que c'était chouette de pouvoir montrer ça et mettre en lumière une manière d'entreprendre positive, en fait. Oui, je comprends. Il y a des réactions justement qu'on partage volontiers sur l'idée aussi de vouloir rester indépendant et garder, j'ai envie de dire, les lignes de conduite et originelles de la vie est belle. Donc, c'est vraiment chouette. Du coup, Violette, alors déjà une bonne nouvelle, hein, on a Ariel qui est super emballé, qui va tout de suite sur l'ITA pour pouvoir du coup contribuer au financement. Donc voilà, je tenais à te le dire. Et en même temps, il y a une personne qui souhaiterait savoir à peu près le prix moyen des pièces du coup chez Atelier 1. Alors, les pièces, elles vont entre 45 et 125 € en gros. La plus petite pièce, c'est 45 €, c'est un t-shirt et pour les robes, c'est 125 €. Voilà. Ok. En moyenne, voilà. Pardon, sachant qu'à chaque fois, tous les prix sont proposés, notamment dans les sondages, etc., afin de pouvoir les adapter. C'est ce que tu m'expliquais. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette sur nos sondages, on demande aussi le positionnement prix pour voir si les gens seraient prêts à l'acheter à 50%, 100% ou pas du tout, justement, pour pouvoir adapter aussi le prix à la demande du consommateur. Super. Et après, sur nos produits, on a aussi souvent deux prix, comme on vend en précommande, les gens qui l'achètent en précommande ont un prix réduit parce qu'ils attendent plus longtemps. Et après, quand c'est en stock, il y a un prix supplémentaire. Parfait. Du coup, une autre question pour Paul. Nathalie Samuel nous demande si, au-delà du t-shirt, vous allez justement élargir la gamme du gilet, des robes, par exemple. Peut-être. On a choisi le t-shirt parce que c'est un produit sur lequel il y a énormément de volume. Le t-shirt, c'est presque 15% des pièces d'habillement du marché global de l'habillement. Donc, c'est un produit sur lequel il est relativement facile d'aller faire des grandes séries. Dès qu'on sort de ce type de produit, c'est plus compliqué. Mais effectivement, on se pose la question pour plusieurs raisons. Soit parce que le t-shirt est un peu saisonnier, on en vendra moins l'hiver que l'été. Soit parce que on voudrait aller plus vite vers plus de surface en lin bio et donc consommer plus de fils de lin bio, donc développer d'autres produits. Pourquoi pas faire un tote bag en lin bio par exemple. Alors, ce serait un autre complètement différent du t-shirt, mais ça permettrait aussi de faire un produit à volume. On essaye de faire un masque en lin bio, mais la certification des masques, on va pas en parler. Donc c'est vrai que d'autres produits, bien sûr, on y pense, mais vraiment le métier de l'important, c'est d'abord avec le t-shirt, qui est le produit sur lequel on peut parler à tout le monde. C'est ça qui est fantastique. Et quand ça peut convenir tous les jours. Et donc c'est vraiment notre produit phare. Et pour l'instant, c'est vraiment celui qu'on fait en premier. On verra pour les. Je comprends, c'est plutôt évident. En plus, c'est plutôt logique. En plus, au fur et à mesure, vous mutualisez, vous apprenez, et puis on avance pas à pas quelque part. Et justement, il y a une question pour Violette qui nous demande pourquoi justement produire au Portugal et pas en France.
Ouais, nos vêtements nous auraient coûté 2 fois plus cher si on les avait produits en France. Par rapport aux quantités, parce qu'on fait des petites quantités, donc forcément ça a un coût. Euh, et aussi parce que au Portugal, on travaille avec, en fait, notre circuit et toutes les usines avec qui on travaille sont dans un circuit de 40 km, alors qu'en France, c'est plutôt éparpillé, hein, la confection. Donc, on a aussi privilégié ce circuit court qui, du coup, nous permet en, en 2 jours le tour de tous nos fournisseurs. D'accord, super, ben merci. Et une dernière question du coup pour Hubert. Ça concerne justement les personnes employées dans les ateliers en fait de couture. On nous demande justement si ils sont rémunérés à la même hauteur que d'autres couturières ou couturiers. Alors, nous, on travaille avec une entreprise adaptée, donc ça veut dire qu'elle a, sur les salaires des opérateurs et des gens qui confectionnent, elle a une aide de 20% du montant du salaire qui est financé par l'État. Et ça permet de garder un niveau de salaire. L'idée, c'est d'être équivalent à un niveau de salaire qui serait pour une personne qui n'est pas fragilisée par handicap. Mm. Ben, parfait, effectivement. Ça fait partie justement de cette solidarité qui sont dans les valeurs de la marque, en fait, et d'entraide quelque part, en fait. Et du coup, un dernier mot, enfin une dernière question, et en l'occurrence, ça va nous permettre, Paul, peut-être de nous dire un petit peu les étapes d'après. Il y a une personne qui nous demande si on peut justement investir dans la coopérative. Et je crois que c'est le cas. Du coup, je te laisse répondre. Merci, effectivement, j'aurais dû en parler plus tôt. Je n'ai pas fait mon. Alors, l'important, c'est une coopérative. Alors, une coopérative, tout le monde peut devenir coopérateur. C'est vraiment une coopérative qui est ouverte, puisque le but est, avec ce produit et avec ce projet, d'accueillir un maximum de coopérateurs autour de ce projet. Donc, tout le monde peut prendre une part de coopérative à 100 €. Donc, sur notre site internet, il y a carrément la possibilité de souscrire, d'envoyer un bulletin de souscription avec un chèque. On en reçoit toutes les semaines régulièrement, et c'est super de voir justement des gens s'investir dans la vie de la coopérative. La deuxième étape de ce financement du projet L'Important, c'est des titres participatifs. Ça s'adresse plus à des gens qui ont une culture donc des gens souvent qui sont plus à l'aise financièrement, qui ont un patrimoine à gérer et qui ont envie qu'une partie de leur patrimoine serve à soutenir des projets comme celui-là. Donc ça, c'est du investissement de type obligataire. En cours de pourparlers, mais si vous nous suivez sur les réseaux, on communiquera très prochainement sur le moyen de participer au financement de l'Important avec des titres participatifs, donc de l'emprunt obligataire. Voilà. Parfait. Et justement, il y a également d'autres personnes qui ont plein, si vous employez des stylistes, si on peut choisir les modèles, les co-créer, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est facile d'échanger avec vous? Les mails ou Insta, je ne sais pas. L'endroit, c'est facile, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone, c'est Internet, c'est le temps qui manque pour échanger avec tout le monde. C'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations. Et dans la mesure du possible, tout le monde, c'est vrai que des fois, ça prend un peu de temps et ça s'empile un peu dans les boîtes mail. Mais on essaie de répondre, et c'est le but de cette coopérative aussi, c'est de mettre en lien tous les acteurs, depuis l'agriculture jusqu'au stylisme et aux consommateurs, en passant par les industriels qu'on ne voit pas souvent, et d'essayer d'expliciter, de rendre un peu plus transparent, un peu plus en circuit court, donc de pouvoir aller à la rencontre et permettre à chacun de comprendre comment un vêtement est fabriqué. Et on a la chance avec le lin de pouvoir faire ça à quelques heures en France, auprès des uns des autres. Ouais, bien sûr. Alors, juste un mot, Violette, par rapport justement à la production au Portugal. Il y a la même personne qui repose une question pour savoir comment vous vous assurez justement des conditions de travail, etc. Je vais te laisser répondre, mais en l'occurrence, ça fait quand même partie des valeurs d'Atelier 1, en fait, d'être dans le respect de l'environnement et des hommes.
Donc, c'est quand même important de le dire. C'est pas parce que c'est pas made in France que c'est pas respectueux en fait des hommes et de l'environnement. Du coup, je vais te laisser répondre à la question et ensuite, nous partager un petit peu le mot de la fin et notamment reparler de l'ITA et d'autres projets éventuels que vous avez en cours avec Atelier 1. Ouais. Nous, le sourcing, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en interne. Donc, déjà, on s'assure par nous-mêmes que les gens avec qui on travaille travaillent dans des bonnes conditions. Donc, on se rend régulièrement sur place pour les voir, pour discuter avec eux. Toutes les matières qu'on utilise sont certifiées. Donc, on s'appuie vraiment sur des audits qui ont déjà été faits. Donc, on est vraiment sûr à 100% de notre circuit et c'est quelque chose qu'on veut conserver, de faire le sourcing nous-mêmes pour justement être transparent avec nos clients. Donc, pour le mot de la fin, effectivement, on est en levée de fonds là, collaborative sur la plateforme Lita. Donc, vous pouvez, pour le moment, la campagne n'est pas encore ouverte officiellement, mais vous pouvez déjà nous soutenir et voilà. Les intentions sont à partir de 100 € et on cherche 300 000 €. Donc voilà. Donc, et ensuite, si vous ne voulez pas participer financièrement et rentrer dans la société, vous pouvez aussi participer à nos sondages sur notre site internet, nous suivre sur les réseaux sociaux. On est notamment en train de développer un collant durable. Donc, le sondage est en cours. Donc, si vous voulez participer à ça, rendez-vous sur le site atelier.com. Voilà. Merci. Du coup, je vais laisser la parole à Hubert pour clore cette table ronde. Et en l'occurrence, juste un petit clin d'œil parce qu'on me le fait remarquer à juste titre, comme quoi tu fais partie des mannequins de la plateforme, de la nouvelle plateforme de Nordcrea, en fait, Fashion Green Lab. Donc, du coup, merci à toi déjà. et voilà, je te laisse le micro. Merci à toi. Rejoignez-nous dans l'aventure avec grand plaisir. On est sur les réseaux sociaux et on essaie de répondre aux messages et aux questions. Concrètement, on est en train de faire grandir l'équipe, comme je l'ai dit. Et dès ce soir, il y aura une nouvelle fiche de poste disponible sur notre site internet dans la rubrique Aventure, nous rejoindre pour plus d'infos. Et puis, s'il y en a qui ont cette envie au fond d'eux de développer un projet, mais qui se mettent des barrières, qui ne savent pas trop comment faire, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de rester fidèle à ce qu'ils ont au fond d'eux et d'y aller à fond, parce qu'il se passe des choses incroyables quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale ou un projet et qu'on le met, qu'on le concrétise. Et c'est une aventure incroyable que je suis en train de vivre depuis 3 ans et que je souhaite à chacun de vivre. Voilà. Donc allez-y à fond et puis au plaisir. Génial. Et sur ces mots positifs, on arrive à la fin de la table ronde avec une toute petite minute de retard. Je m'en excuse. Du coup, déjà, merci à tous les trois. Donc, Violette, Hubert et Paul, c'était un vrai plaisir. Voilà, j'espère une prochaine fois. Merci à toi. Merci Amélie.